Un autre qui devait être content d'être de retour mercredi, William Shatner. Et quoi, 90 ans, Capitaine Kirk qui est allé dans l'espace, Christian? Écoute, c'est amusant que tu me parles de ça parce que tu as mis cette semaine un lien pour qu'on puisse suivre en direct le Ouais. vol de William Shatner par la compagnie, en fait c'est la Blue Origin, la compagnie de Jeff Bezos qui est connue surtout des gens parce que il a été le créateur et le grand PDG de Amazon. Il a quitté son poste au sein d'Amazon pour se consacrer au domaine de l'aérospatial avec sa nouvelle compagnie Blue Origin. Alors là, ils sont trois milliardaires à se faire un bras de fer, hein. Elon Musk, Jeff Bezos et Branson de la compagnie Virgin qui eux visent tous l'espace et de faire partie de ce grand consortium pour envoyer des hommes éventuellement sur Mars. Et effectivement, j'ai suivi en direct le vol de William Shatner. Quand même, hein, le vol est relativement court, hein, c'est un saut de puce. On monte à bord de la capsule est envoyée dans l'espace, elle reste quelques minutes dans l'espace, donc dans cet état d'apesanteur avant de revenir sur Terre. Donc, du début à la fin, le vol dure moins d'une heure. Mais on a vu un William Shatner excessivement émotif Ben, c'est clair. au moment où il est sorti du vaisseau spatial. Il a donné ses impressions. Il était excessivement émotif. Et moi, je l'écoutais parler et je me disais, j'ai repensé à la question que tu m'avais posée la semaine dernière en me disant, est-ce que je crois au hasard ou aux coïncidences? Hein, c'est une question qui avait été proposée par une auditrice. Et là, je me suis mis à penser le concours de circonstances incroyables qui ont fait que William Shatner est allé dans l'espace, lui qui au départ ne faisait même pas partie de la distribution de la série Star Trek. Hein? Parce que je sais pas si tu connais un peu l'histoire de William Shatner, mais c'est vraiment un concours de circonstances incroyables qui fait qu'il s'est retrouvé dans la peau du capitaine Kirk. Et s'il n'avait pas été le capitaine Kirk de la série Star Trek, ben il aurait probablement jamais été invité par Jeff Bezos pour aller dans l'espace. Hein, il faut savoir qu'au tout début, là, lorsque la série Star Trek a été proposée à NBC, on est en 1966, on propose une série, l'une des productrices déléguées de la série était la comédienne Lucille Ball. Et Lucille Ball propose donc à NBC cette espèce de série de science-fiction qui va mettre en vedette une équipe de patrouilleurs dans l'espace dans une mission de 5 ans pour explorer des mondes étranges et des civilisations inconnues. Et donc, on décide d'y aller avec un pilote, et le pilote s'appelle The Cage. Et le capitaine du vaisseau spatial n'est pas le capitaine Kirk, c'est le capitaine Pike, qui est interprété par un acteur qu'aujourd'hui on a un peu oublié, qui s'appelait Jeffrey Hunter, qui est surtout connu du public pour avoir incarné en 1961 le rôle de Jésus dans le film Le Roi des Rois. Et donc, on fait cet épisode de Cage avec le capitaine Pike qui commande l'Enterprise. Et lorsque l'on présente le pilote au réseau NBC, on est très insatisfait. D'abord, Lucille Ball avait annoncé une super série d'action, alors qu'on se retrouve avec une série excessivement verbeuse. Les gens parlent, c'est très intellectuel. Ça déplaît au réseau NBC. On veut une véritable série d'aventures. Alors, on va commander un second pilote. Pour ce second pilote, Jeffrey Hunter décline l'invitation de reprendre le rôle du capitaine Pike. D'abord, auprès de ses proches, il a confié qu'il n'y croyait pas beaucoup à cette série Star Trek. Mauvais choix, hein, parce que c'est devenu l'une des grandes séries phares de la télévision. Donc, Jeffrey Hunter n'y est pas très intéressé. Il décline l'invitation, d'autant plus qu'il est retenu pour jouer dans un film, un western de série B. Donc, il décide de quitter le plateau de Star Trek. Malheureusement, Jeffrey Hunter va décéder en 1969 suite à un accident sur un plateau de tournage. Donc, il reçoit un coup à la tête, et ensuite, il va développer des problèmes et il va mourir en 1969. Heureusement pour lui, il n'aura pas à regretter son choix de ne pas avoir repris son rôle de Star Trek avec tout le succès que l'on connaît de la série. Mais au moment où Hunter décide de refuser son rôle, de reprendre le rôle du capitaine Pike, à ce moment-là, NBC est un peu dans l'embarras. On va
confier le rôle du capitaine du vaisseau à qui? Alors, d'abord, on commence par créer un nouveau personnage. Il va s'appeler James T. Kirk. Pourquoi? Parce que en 1966, il y a encore cette espèce d'aura dans l'air associée à JFK. Or là, c'est James T. Kirk, ça fait GTK au lieu de JFK. Donc, on aime cette idée d'utiliser un nom du milieu. Et dans le cas du capitaine Kirk, son nom du milieu, le T, correspond à Tiberius. Donc, James Tiberius Kirk. Et quand tu évoques Tiberius, bien évidemment, on pense à l'empereur Tibère. Il y a comme quelque chose de noble là-dedans. Mais qui va incarner le capitaine Kirk? Et là, on voit le concours de coïncidences extraordinaire. Il y a plein d'acteurs qui sont pressentis pour le rôle, mais l'un des employés d'NBC, un des consultants d'NBC, se rappelle le rôle d'un acteur canadien, pas un grand acteur, mais qui avait joué dans une scène de Twilight Zone. Et il jouait le passager dans un avion qui voyait apparaître sur l'aile de l'avion une espèce de créature extraterrestre. Et le comédien avait tenu ce rôle-là de manière très efficace. Et ce comédien-là, était William Shatner. Et l'autre élément qui va faire que le choix va s'arrêter sur William Shatner, Shatner avait une façon très à lui de couper ses phrases, comme s'il mettait des points de suspension au milieu de la phrase, au lieu de la mettre à la fin de la phrase. Fait que ça faisait des trucs comme « Et si c'était un visiteur de l'espace. » Donc, tu vois, c'est comme si tu as des points de suspension dans ta phrase. Et William Shatner avait une façon très innée de faire ça. Et ça a plu au réseau NBC. Et c'est ainsi que William Shatner, à pied levé, a remplacé Jeffrey Hunter dans le rôle du capitaine du vaisseau Enterprise en prenant les traits du capitaine James T. Kirk. Donc, et cette série-là, c'est assez amusant aussi parce que la série Star Trek n'a pas connu un succès énorme au départ. On a fait seulement 79 épisodes. Et la série avait un certain succès, mais on était loin des sommets, là. C'était pas parmi les 10 émissions les plus populaires de la télévision. Mais avec les rediffusions, la série est devenue éminemment populaire avec aujourd'hui l'espace qu'on lui connaît dans l'univers de la télévision. Et tout ça, quand tu regardes le concours de circonstances qui fait que William Shatner est passé d'un rôle dans la série de Twilight Zone au rôle du capitaine Kirk parce qu'il devait remplacer à pied levé Jeffrey Hunter qui avait décliné l'invitation de produire un deuxième pilote pour la série, c'est quand même extraordinaire. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, ces circonstances-là ont fait que William Shatner a été sélectionné par Jeff Bezos pour aller dans l'espace et devenir ainsi l'homme le plus âgé à voyager dans la Final Frontier qui est l'espace. C'est quand même extraordinaire le concours de circonstances. Effectivement. Est-ce que c'est le Québécois, en fait, parce que lui, il est né sur Côte-Saint-Luc, si je ne me trompe pas, dans le quartier. Oui, il est né à Montréal, oui. Il est né à Montréal. Est-ce que c'est le Québécois le plus connu comme acteur américain? Parce qu'on pense que pour la plupart, les gens de mon âge, je pense qu'il est américain. Hein? Ouais, je pense qu'il y a quand même des acteurs canadiens qui sont célèbres. Hein. Donald Sutherland, qui est né à Terre-Neuve, est quand même célèbre. Qui habite toujours au Québec. Mais William Shatner est probablement dans les acteurs le Montréalais le plus célèbre de l'histoire de la télévision. Ouais. Je miserais là-dessus. Effectivement, il a fait ses études à McGill avant de finalement adopter une carrière d'acteur. Et il a particulièrement bien réussi. Avec un rôle qui lui a collé à la peau toute sa vie. Hein. William Shatner, on a l'impression qu'il n'a fait que le capitaine Kirk, alors qu'en réalité, il a joué dans des films, il a joué dans des séries télévisées. Je me rappelle au début des années 80, une série qui s'appelait T.J. Hawker, où il jouait un policier. Mais évidemment, quand tu vois William Shatner à l'écran, tu penses immédiatement au capitaine Kirk. C'est un rôle qui lui a collé à la peau, qui lui colle encore à la peau, comme d'autres acteurs, par exemple, Adam West, si on prend l'exemple, qui a incarné Batman dans les années 60. Toute sa carrière d'acteur a été un peu hypothéquée par ce rôle. Hein. Tout le monde se disait, est-ce qu'on va prendre Adam West? Ah oui, mais Adam West, c'est Batman. Puis, donc, le rôle était trop collé à lui pour qu'il puisse faire autre chose. Et c'est le cas de très nombreux acteurs qui ont été cantonnés dans des rôles uniques, mais qui ont marqué l'histoire de la télévision. Et si on parle d'un rôle marquant, bien sûr, celui de William Shatner est probablement l'un de ceux qui a le plus marqué l'imaginaire de la génération des années 60 et 70 avec Star Trek. Tu sais que Star Trek, la série originale, qui mettait en vedette William Shatner et Leonard Nimoy dans le rôle de Monsieur Spock, c'est une série qui joue 24 heures sur 24 aux États-Unis.
Donc, autrement dit, alors qu'elle joue à TWTS au Texas, quand l'épisode finit, tu es certain que dans un autre État, ailleurs, dans une autre station de télévision, il y a un nouvel épisode de Star Trek qui commence. Tant et si bien que 24 heures sur 24, il y a, si tu pouvais capter tous les canaux de télévision américains, ben, tu pourrais regarder 24 heures sur 24 des épisodes de Star Trek, tellement la série continue d'être populaire. Fusée Blue Origin, ça a monté à 350 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Ça a volé à 2200 milles à l'heure. C'était incroyable de voir ça, mais ce que j'ai trouvé encore plus incroyable, puis je me suis demandé à la fin si c'était pas fait par ordinateur, parce que de voir la fusée revenir et atterrir par elle-même sur son socle, j'ai trouvé ça grandement impressionnant. Puis je sais que la gang de Steve Bezos ont travaillé extrêmement fort là, pour que les fusées puissent atterrir de cette façon-là. Mais de les voir atterrir, c'est de toute beauté. La technologie, on est rendu là, Christian. Là. Écoute, moi, j'avoue que le décollage, la façon dont il a été filmé était particulièrement impressionnant. Là. Une caméra comme en hauteur qui montrait le décollage de la fusée, hein, qui était en contrebas. Et là, on voyait ça monter. On avait l'impression de voir un film hollywoodien tellement les images... On était loin des images prises du sol pour les décollages, par exemple, des navettes spatiales. Hein. Le point de vue était toujours un peu au sol. Puis on suivait la navette avec un zoom qui augmentait et qui de plus en plus fournissait une image plus ou moins floue du vaisseau spatial. Alors que là, on avait une caméra qui était comme placée en hauteur. J'imagine que c'était des drones qui filmaient le site de décollage. Et là, on a vu la fusée décoller, monter vers le ciel, mais d'un point de vue aérien, c'était digne d'images tournées à Hollywood dans des films à grand déploiement. C'était vraiment remarquable. Et bien sûr, comme tu l'as mentionné, le retour du lanceur, donc la fusée qui porte la capsule, son retour qui atterrit pratiquement sur le point d'où elle a décollé, et ensuite le retour de la capsule avec les parachutes, qui nous rappelait d'ailleurs un peu les missions Apollo. On se rappelle quand le véhicule, la dernière partie de la fusée revenait sur Terre, ce qu'on appelle le module de commande, hein, qui était la pointe de la fusée quand elle revenait sur Terre, qui déployait ses parachutes avant d'atterrir dans l'océan. Ben, quand on regardait le vaisseau de Jeff Bezos, Blue Origin, c'est la capsule s'appelle New Shepard, quand on regardait New Shepard revenir avec le déploiement de ses parachutes, ça nous donnait un petit aspect de nostalgie en se rappelant les vols Apollo des années 60 et début des années 70. Et je vais t'avouer que quand la capsule a atterri, elle a atterri dans le désert, là, il n'y avait rien autour. Le cercle de poussière que ça a fait autour, ça me dit que 90 ans, le monsieur devait avoir un petit mal de rein le lendemain. Parce que ça a l'air d'avoir tapé très fort à l'atterrissage. Là. Oui, et c'est drôle parce que ces atterrissages sur le sol, c'était quelque chose qui était dans la grande conquête de l'espace. C'était quelque chose que les Américains avaient laissé aux Soviétiques. Hein. Les Soviétiques, quand ils atterrissaient avec leur vaisseau Soyouz, qui ressemblait un peu à une sphère, ils atterrissaient comme ça avec des parachutes directement sur le sol, alors que les Américains avaient opté pour une méthode plus douce en faisant atterrir le vaisseau sur l'eau. Alors là, de voir le vaisseau de Jeff Bezos atterrir comme ça dans le milieu du désert, on est au Texas, le voir atterrir comme ça dans le désert du Texas, ça nous rappelle à la fois les vols Apollo, mais en même temps les vols des cosmonautes soviétiques qui atterrissaient de cette manière-là sur le sol. C'était de toute beauté à voir. Puis d'ailleurs, le moment complet là, a été capté. Il est toujours disponible sur YouTube. Vous pouvez aller sur ma page Facebook ou sur la page Facebook du show Radio X-Files. Puis s'il n'est pas là, je vais vous le mettre dans les prochaines secondes si vous voulez voir ça après l'émission.